Hello à tous, c'est Lila et je vous souhaite une excellente année 2025. Car oui, on est déjà le 1er janvier. Pour passer à cette nouvelle année sereinement, on a décidé de vous partager l'essentiel dans cette newsletter podcast. C'est nos petits tips pour vous concentrer sur ce qui importe le plus et laisser le superflu en 2024. Pour finir l'année de nos 15 ans en beauté, on vous propose aussi une playlist rétrospective des 15 années de la boîte. Je vous souhaite une bonne écoute de notre premier podcast 2025 ainsi qu'une bonne année. Bonjour, c'est Émilie et j'ai décidé d'appeler ce nouvel édito « Mort aux Vanity Metrics ». Alors oui, j'avoue, le titre peut paraître un petit peu violent, mais très franchement, on n'a plus le temps. Je m'explique, vous allez vite comprendre. Les Vanity Metrics, c'est un terme consacré en anglais qui fait référence aux statistiques qui flattent l'ego mais ne remplissent pas le frigo. Et c'est une immense perte de temps et d'argent pour les artistes, déjà en burn-out de la CCC, CF mon tout premier édito en mai dernier, et sous pression de toute l'industrie pour avoir des chiffres aussi mirobolants qu'irréalistes, CF mon édito stoppe la gonflette il y a 2 mois. Donc pour résumer et nous concentrer sur l'essentiel, les likes, les vues et les impressions, on les remet à leur juste place comme un ex toxique qui tente un comeback en mode « oui, mais j'ai changé ». Mais oui, bien sûr, non, vraiment pas. Donc, comme je le disais plus tôt, on n'a plus le temps, car les Vanity Metrics, mais ça va aussi pour l'ex toxique, ne servent à rien si ce n'est à faire douter de soi et de tout, à force de se comparer aux autres sur des critères complètement hors sujet. Parce que ce qui compte véritablement dans les statistiques et les données autour de son projet musique, c'est l'impact et la conversion. Oui, je radote, mais c'est pour la bonne cause. Et ce qui compte aussi vraiment, c'est tout ce qui permettra de comprendre comment les fans ont découvert l'artiste, quels sont les leviers d'influence et de recommandation pour son projet, et quelles sont les expériences et ou portes d'entrée principales des fans vers son univers, est-ce sa personnalité, sa musique en live ou en version enregistrée. J'insiste sur ce point, parce qu'une fois qu'on sait analyser les données et comprendre ses fans, on peut vraiment s'éclater à mettre en place des stratégies direct to fan qui, elles, sont tout sauf éclatées. C'est-à-dire des stratégies qui ressemblent à l'artiste et lui permettent de construire une vraie communauté avec une relation durable à taille humaine. Donc par pitié, pas de déprime parce que machin a plein de likes sur ses posts, alors qu'en réalité, machin ne le crie pas sur les toits, mais machin a passé tout son budget en pub mal ciblée et joue devant des salles à moitié vides ou dont les 3/4 des gens ont été invités. Je pourrais en citer beaucoup d'autres, mais vous avez compris l'idée, les Vanity Metrics font perdre du temps et perdre de vue l'essentiel. Donc on se concentre sur l'essentiel, et l'essentiel c'est l'artiste, son message et sa démarche. Et passer de bonnes fêtes de fin d'année aussi, histoire d'aborder la nouvelle année en toute décontraction, malgré tout. Bonne fête à toutes et à tous! Les tips de Clara. Clara, c'est moi. Aujourd'hui, on va se poser la question, faut-il quitter X? J'ai cru que le titre de ma rubrique ce mois-ci allait être original. Alors que si vous tapez ces termes dans Google, vous verrez pléthore d'articles dans toutes les langues, publiés ces 2 dernières semaines, et qui posent cette exacte même question. Ce qui a amené cette réflexion de mon côté, c'est lorsque le 19 novembre dernier, Ouest France a annoncé quitter le réseau. Et je trouve que c'est une annonce fracassante. En France, Ouest France est le journal papier le plus lu, et c'est le 6e site internet le plus consulté. Alors partir de X, vraiment, le réseau qui s'est fait connaître et adopter grâce à son relais de l'info en temps réel, et surtout quand on est un journal qui n'a pas ouvertement une ligne éditoriale politique. Parce que si des personnalités telles que Lizzo, Elton John, Stephen King, des médias, The Guardian, NPR, la télé publique américaine, ou PBS, la radio publique américaine, si des marques comme Balenciaga, Target, Best Buy, des entités telles que la CFDT ou la PHP de Paris, ou encore des clubs de foot, le Red Star FC, San Paoli, si toutes ces entités ont quitté la plateforme, c'est notamment à cause des affinités politiques de son CEO Elon Musk et de la politique de la plateforme. Dès avril 2022, quand le milliardaire avait racheté Twitter, d'énormes changements avaient fait fuir des personnes et entités. On ne listera pas tout, mais on pourra retenir la certification rendue payante, la non-modération des contenus, déjà que Twitter modérait peu, c'est pire. La mise en danger des utilisateurs face au cyberharcèlement à cause de la non-possibilité de bloquer des comptes. Le rétablissement du compte de Donald Trump. Twitter était le premier à suspendre son compte après l'attaque du Capitole.
mais aussi la modification de l'algorithme pour pousser fois 1000 tous les contenus d'Elon Musk, qui a des idées exécrables, et des contenus nazis et fachos, disons les choses. Pour finir, et c'est presque anecdotique, on notera l'idée farfelue de tuer l'une des marques les plus puissantes sur le marché. Je veux dire, on parle encore de faire des tweets sur X. Aujourd'hui, ce qui a fait exploser le mouvement #Exodus ou #Exit, sur X a un nom maintenant, c'est bien l'élection de Donald Trump aux États-Unis en novembre dernier. Elon Musk s'étant très fortement rapproché du prochain président américain. Et ça se ressent sur le réseau. Grande assidue de Twitter X depuis 15 ans maintenant, je ne me vois plus proposer que des contenus d'extrême droite. Le terme est même faible, car ce sont aussi des contenus illégaux en France. Mais la définition française de la liberté d'expression est différente de son homologue américaine. Bref, j'étais pas venu là pour souffrir, moi. À noter d'ailleurs qu'une initiative nommée Hello Quit X a été lancée pour encourager la migration des tweetos et tweetas vers d'autres réseaux le jour de l'investiture de Donald Trump et de l'entrée dans son gouvernement d'Elon Musk. Bref, on parle du climat nauséabond de la plateforme qui fait que toutes ces entités en sont parties, mais qu'en est-il de la performance ? Malheureusement, à part si vous gérez un compte avec des idées d'extrême droite ou que votre fond de commerce est de faire de la polémique stérile, #on veut pas, il y a de très fortes chances que vos contenus ne soient tout simplement pas vus. J'ai observé sur tous les comptes que je gère, qui sont de 500 à 75 000 abonnés, tous domaines confondus, artistes, médias, entreprises, que, premièrement, le nombre d'abonnés stagne ou fond drastiquement. Moins 395% sur le seul mois dernier pour un compte à plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Deuxième point, la visibilité est réduite à néant. En novembre, seuls 0,8% des abonnés ont vu les posts. Moins d'1%. Même Facebook n'oserait pas. Dernier point, le taux d'engagement est en moyenne de 0,3%. Donc, on quitte X ? Oui. Et si on n'était pas, on n'y va pas. Et on va où ? D'autres réseaux très similaires à X prennent de l'ampleur. Le premier, Blue Sky, a été cofondé par Jack Dorsey, le fondateur de Twitter. Ça ressemble à Twitter en 2015, il n'y a pas d'algorithme de recommandation et déjà 20 millions d'utilisateurs. Bémol, c'est encore très neuf et les journalistes avouent s'y ennuyer et moi aussi. Le deuxième, Threads, lancé un peu précipitamment en 2023 par Instagram, quand Twitter a officiellement été renommé X. Il rassemble 275 millions d'utilisateurs. C'est très lié à Instagram et il y a une importante communauté d'artistes. Bémol, l'algorithme de recommandation est trop fort et les contenus sont souvent redondants à ce que les utilisateurs voient déjà sur Instagram. Pas idéal donc pour toucher de nouvelles audiences. Et le dernier, Mastodon, lancé en 2017, c'est une version de Twitter libre. La plateforme ne collecte aucune donnée personnelle, est financée uniquement grâce aux dons et rassemble 1,8 million d'utilisateurs. Bémol, le fonctionnement par serveur, instance est très complexe. Et sinon, on reste là où on est. Même si ces plateformes posent aussi des questionnements éthiques, Instagram et Facebook sont des endroits que vous maîtrisez. Et surtout, vos fans y sont et y restent. Et si on doit aller plus loin, collectez des adresses mail et lancez des conversations directes avec vos fans via une newsletter. La base de données vous appartient. Pour rappel, on est tous et toutes locataires des réseaux sociaux. Et ça, quel plaisir de recevoir un mail de son artiste préféré. Alors, vous quittez X, vous ? Hello, c'est Inès. Pour ce dernier décryptage de 2024, on va parler des clips musicaux. Un nouveau débat émerge en ce moment dans l'industrie musicale, à savoir, est-ce que les clips sont toujours aussi pertinents ? Cette question s'inscrit dans la continuité des évolutions des modes de consommation et surtout de l'explosion des plateformes de vidéos courtes, notamment TikTok. On constate que la visibilité des clips traditionnels semble diminuer, ce qui s'explique par un paysage médiatique dominé par les formats courts. Mais malgré ce changement, les clips continuent de présenter des bénéfices indéniables pour les artistes. Auparavant, on réalisait des clips pour passer en télé et bénéficier d'une exposition massive. Aujourd'hui, c'est plus exclusivement le cas, notamment parce qu'un relais télévisé n'a plus du tout le même impact. L'objectif a évolué avec par exemple des plateformes comme YouTube, qui reste une référence pour la découverte musicale,
en partie grâce à son algorithme qui permet de suggérer vos contenus aux utilisateurs en fonction de leur goût, ce qui offre donc une opportunité unique de toucher un nouveau public déjà convaincu par des contenus et ou artistes similaires. Le clip reste aussi un outil essentiel pour développer une identité visuelle et transmettre des messages que l'audio seul ne peut pas véhiculer. Alors c'est certain que la production de ce type de contenu représente un investissement souvent conséquent, mais ça signifie pas pour autant qu'il faille complètement abandonner ce format. Chez les artistes émergents, on a vu certaines alternatives se développer, comme les visualizers améliorés par exemple. Ces vidéos qui étaient initialement des simples covers animés sont devenues des mini-clips plus accessibles, plus courts et qui ne courent généralement qu'une partie du morceau. Donc cette solution offre une réponse plutôt adaptée au budget réduit et aux nouveaux modes de consommation. En conclusion, les formats courts redéfinissent les usages, mais les clips musicaux ne sont pas pour autant complètement dépassés. Ils restent pertinents s'ils font partie d'une démarche stratégique avec un objectif clair derrière leur création plutôt que de simplement faire pour faire. Globalement, si vous vous posez cette question, il faudrait analyser ce qui se fait dans votre genre musical. Si votre musique ou votre clip propose une esthétique mainstream et peut être diffusé à la télévision, défendu en festival de clips ou encore séduire un public professionnel pour une potentielle synchronisation, alors investir dans un clip conséquent peut valoir le coup. À l'inverse, si c'est pas le cas, il pourrait être plus judicieux de produire un clip moins coûteux ou de diviser le budget disponible pour réaliser plusieurs contenus différents comme des visualizers, des lyrics vidéo, des short films, etc. Et donc, malgré tout, avoir de quoi développer votre identité visuelle et enrichir l'univers de votre projet. Parfois, il s'agit pas d'avoir un clip spectaculaire, mais simplement d'explorer une autre manière de partager votre vision artistique avec vos fans, parce que s'il est bien pensé, le clip reste un atout pour renforcer la connexion avec votre public et toucher une nouvelle audience. En ressources complémentaires, je peux vous suggérer d'écouter la conférence du MAMA 2024 qui s'appelle L'avenir des vidéoclips, tendances, défis et opportunités et qui aborde en partie cette question. Rebonjour à tous, c'est Lila. Et aujourd'hui, pour ma chronique, on va faire un truc un peu différent d'habitude. Ça va pas être un artiste émergent, vous allez bien voir. Mon rituel chaque année, c'est de mettre ma playlist de Noël à jour le 1er décembre. Et cette année, je vais vous en faire profiter un petit peu. Le projet que je vais vous présenter, il date de 2023, mais il y a de l'actu en ce moment, donc je me permets de le mettre en avant. En fin d'année dernière, Sabrina Carpenter a sorti son EP de Noël Fruitcake. 6 chansons très pop, avec des petites vibes de chansons classiques de Noël. Et c'est un mix parfait pour la saison. Pour moi, cette EP, c'est l'entre-deux parfait pour un projet de saison, mais qu'on peut aussi écouter tout au long de l'année. Elle a introduit cette EP avec une version de Noël de son hit international Nonsense, que vous avez dû entendre, qui devient pour l'occasion A Nonsense Christmas. Et cette année, elle revient avec un show sur Netflix dans lequel elle va interpréter ses chansons en live, mais aussi faire des sketchs, parce que oui, elle est aussi actrice, et parfois avec même des invités tels que Tyla, Chappell Roan ou Shania Twain, et plein d'autres. J'ai pas encore pu le regarder, car j'ai dû écrire ma chronique un peu en avance, mais elle est déjà disponible pour vous, donc vous pouvez aller sur Netflix pour le regarder. Je vous invite donc à écouter d'abord ma playlist de Noël, puis à vous installer sous un plaid avec un chocolat chaud pour rejoindre Sabrina pour son show de Noël. Enjoy et bonne fête de fin d'année à tous. Merci à tous de nous avoir écoutés, on espère que ça vous aura plu et on se retrouve le 1er février pour le prochain podcast. Bonne année!